à tous. Bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Franck Lefebvre qui m'a donné un petit peu l'honneur et l'occasion de parler avec lui. Surtout son parcours très intéressant, très riche, presque 40 ans de développement macOS. Il va vous parler de toute son expérience et surtout de son expérience avec le développement macOS, que je pense qu'il est l'un des piliers de ce sujet en France. Bonjour Franck, bienvenue à Bonjour toi. Walid. Je te Mm. laisse un petit peu le temps de se présenter, tout ton parcours, etc. Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci. Mon parcours, effectivement, comme tu l'as dit, ça fait presque 40 ans que je travaille sur Mac, 39 pour être précis, puisque j'ai commencé en 85. Et j'ai commencé avec une orientation plutôt bas niveau dès le début de mon activité. L'un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était du développement de drivers disques à une époque où Apple ne fournissait pas des outils pour formater un disque de tiers partie, donc un disque qui n'était pas distribué par Apple. Et donc, après les drivers disques, j'ai touché un peu au backup et à différentes interfaces bas de niveau. Toujours à base de SCSI principalement, puisque c'était l'interface qui était utilisée à l'époque sur macOS. J'ai d'abord travaillé en tant que salarié et puis je me suis installé en freelance en 94 et j'ai travaillé sur différents types de projets, toujours plutôt bas niveau et en particulier j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'INA à partir de la fin des années 90, début des années 2000, sur le dépôt légal de la radio et de la télévision. C'est le moment où l'INA a décidé de monter un dépôt légal de la télé en numérique, puisque avant c'était du stockage sur bande analogique. Et donc voilà, j'ai fait un peu partie de l'aventure. J'ai développé tous les outils de bas niveau, de captation et de stockage, transcodage, etc. C'est devenu un petit peu mon fil rouge, ma spécialité, tout ce qui touche un petit peu à l'audiovisuel, sur Mac d'abord, et puis sur iOS ensuite, puisque j'ai découvert iOS en 2008. Je me suis pas précipité sur le premier iPhone et sur le jailbreak les bricolages qu'on a pu faire à l'époque. J'ai commencé sur iOS, enfin ça s'appelait iPhone OS à l'époque, j'ai commencé sur iPhone OS avec les outils officiels d'Apple, en 2008. Et donc tout ça, c'était en Objective-C, bien sûr, jusqu'au moment où Swift est sorti. Et pareil, je me suis pas vraiment précipité sur Swift. Évidemment, en 2014, j'ai pas mal joué avec Swift, mais sur juste des projets perso et même pas des applis. En fait, c'était juste pour me familiariser avec le langage. Euh, et j'ai réellement commencé à intégrer Swift dans du code de production à partir de 2016 et je ne le regrette absolument pas parce que en fait c'était à l'époque en 2016, c'est au moment où Swift 3 est sorti et donc je n'ai pas eu à subir la transition de Swift 2 à Swift 3 dont beaucoup de développeurs se souviennent encore. Tu étais dans la douleur. Ouais, Voilà. ouais. En fait, ça fait un moment que j'ai arrêté de me précipiter sur les toutes dernières techno. Faut dire que j'en ai un peu souffert à l'époque de OpenDoc, AOCE, etc. Et donc maintenant, les nouvelles techno d'Apple, je les regarde de loin avant de les intégrer en prod.
Et voilà. Et donc, maintenant, je partage mon activité entre macOS et iOS, avec actuellement à peu près 2 tiers de mon activité sur iOS, puisque je travaille principalement pour Mojo, donc sur une appli de création de contenu vidéo, donc toujours et encore de l'audiovisuel, mais avec des animations, avec des effets, avec des choses Ouais, très très marrantes. je vois. Et ton expertise généralement sur macOS, si tu peux un petit peu nous parler de la situation actuelle de développement macOS en France, principalement. Oui, alors, en fait, pour comprendre la situation actuelle, je pense que c'est intéressant de voir un petit peu l'historique de ce qu'était le développement macOS en France au début du Mac. Et en fait, la France a eu dès le début une position assez privilégiée, principalement grâce à Jean-Louis Gasset, qui a été le fondateur d'Apple France et qui est ensuite parti à Cupertino pour être voilà, quasiment le numéro 2 d'Apple. Enfin, il était directement sous les ordres de John Sculley. En fait, en France, on a longtemps eu un groupe développeur, un groupe de support qui publiait une revue sur papier, oui, oui, sur papier, tous les mois, et qui organisait une conférence, un petit peu l'équivalent de la DubDub, donc une conférence pour les développeurs. Enfin, oui, on a eu pas mal de chance en France et c'est pour ça qu'on a historiquement on a une très grosse communauté de développeurs Mac. Pour donner quelques chiffres, la conférence dont je parlais, qui s'appelait les Journées du développement, ça réunissait peut-être 400 personnes en France, peut-être même plus, alors que pour la première DubDub, on était 1600 à l'échelle mondiale. Donc ça donne une petite idée du marché français à l'époque, Du nombre de développeurs. du nombre de développeurs, oui, tout à fait, de la communauté. Et ça veut dire du coup que dès les premières années de macOS, et disons au début des années 90, il y a eu énormément d'applications françaises, et applications qui ont eu un rayonnement mondial. Hein. 4D par exemple, quatrième dimension, c'est une application qui a démarré en France. Euh, dans les années 80, je pourrais pas dire. Je crois que c'est 88, quelque chose comme ça. Euh, et donc, oui, il y a eu beaucoup d'applis de productivité, avec une distribution soit en boîte, soit sur des BBS sous forme de shareware. Évidemment, le web n'existait pas encore. Donc c'était voilà, des BBS style Calvacom, ce genre de communauté. Ok, il y a des termes que tu emploies que je connais pas. Du Ok, coup, je pense que ok, oui, ouais, j'ai déjà perdu la moitié de l'auditoire. ouais, je Euh, savais. Il n'y a pas de souci, mais c'est normal parce qu'il y a un petit peu des termes, des termes et des notions qu'on connaît pas au niveau de, c'est pas la nouvelle génération, mais les gens qui n'ont pas eu cette chance d'utiliser. c'est clair. Chance, je sais pas, hein, c'était juste que c'était les outils qu'on avait à l'époque, c'est tout. Euh, Mais avec, je donc, pense, Windows, il y avait des changements, je pense. Alors voilà, c'est ça. Pour revenir au marché de macOS, effectivement, ça a beaucoup évolué à partir du moment déjà où Microsoft a sorti Windows 95, où là, effectivement, on a une fuite des
de certains développeurs Mac qui se sont tournés vers Windows. En plus de ça, à partir de, dans ces années-là, entre 80, je dirais 95 et 97, avant le retour de Steve Jobs, Apple a connu une période assez difficile. Donc, il y a eu pas mal de développeurs qui sont allés voir ailleurs, ce qui est assez logique. Mais ça, c'est pas seulement pour la France, c'est mondial évidemment. Ensuite, une autre période un petit peu difficile, ça a été la transition vers macOS 10 parce que les API ont changé, beaucoup de choses ont changé en fait. Et donc les développeurs qui sont restés accrochés aux anciennes API, c'est-à-dire à Toolbox qui est devenu Carbon, au bout d'un moment, se sont retrouvés un petit peu abandonnés parce que au moment où Apple a décidé de ne plus supporter Carbon et donc de ne pas le faire évoluer vers des systèmes 64 bits, les applis n'avaient plus aucune possibilité de fonctionner. Et puis un autre changement s'est produit quand iOS est sorti, puisque il y a beaucoup de développeurs Mac qui se sont dirigés vers le développement d'applis mobiles, dans la mesure où c'était techniquement relativement simple. En fait, on peut voir iOS ou iPhone OS au début comme une version extrêmement simplifiée d'AppKit. Donc la transition de AppKit vers iOS était assez facile. Ce qui fait que actuellement, en fait, dans la communauté de dev de macOS et dans les applis macOS, la France n'a peut-être plus la position privilégiée qu'elle a par rapport aux autres pays, en particulier par rapport aux autres pays d'Europe. Les grosses applis, la plupart des grosses applis viennent des US. On a toujours quelques acteurs historiques, des gens qui étaient là avant OS 10 et qui sont restés et qui sont toujours plus ou moins leaders sur leur marché. Je pense à des applis comme Medistory, par exemple. Donc, c'est toujours, c'est principalement sur des marchés verticaux. Donc, Medistory, c'est une appli de gestion de cabinet médical. Il y en a quelques autres. Il y a des logiciels de, je sais pas, de compta, facturation, etc., qui sont franco-français et qui ont un marché qui, marché, pas mal d'utilisateurs. On a également quelques développeurs historiques comme Intego dans les produits de sécurité, donc c'est une boîte qui a démarré en France, même si aujourd'hui c'est pareil, ils se sont étendus et ils sont visibles un petit peu partout. Donc voilà, c'est un petit peu la situation en France, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a surtout de la place pour des produits verticaux, pour du développement sur mesure à façon. Ou bien du web application. Alors Aussi, après voilà, ça c'est en fait on peut voir le web comme un concurrent des applis natives sur Mac, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de il y a beaucoup d'applis qui, pour des raisons de fonctionnement cross-platform, de fonctionnement multi-utilisateur, temps réel, etc., ont choisi de fonctionner sur le web plutôt que d'être développé de façon native. On l'a vu récemment avec Figma qui a pris énormément de parts de marché à Sketch. Sketch, c'est une appli native. Figma, c'est une appli web et tous les designers, ou la plupart des designers qui utilisaient Sketch il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, se sont rués sur Figma.
Donc ouais, effectivement, le marché sur des applis génériques, le marché est peut-être un petit peu difficile, mais en même temps, il y a toujours de la place pour des applis custom ou pour des applis qui ont besoin de choses qui sont spécifiques au hardware, que ce soit des entrées-sorties, évidemment, dès qu'il s'agit de piloter des devices, eh ben, il faut être natif. Ça nous ramène un petit peu à parler de la part de SwiftUI, l'arrivée de SwiftUI au niveau d'une application macOS native. Je pense que ça commençait à changer la donne. Oui, oui, tout à fait. En fait, ça apporte pas mal d'avantages par rapport à AppKit, même si aujourd'hui c'est pas encore d'une maturité folle sur macOS, c'est beaucoup plus mature sur iOS que sur macOS, mais malgré tout, ça apporte plein. Bah déjà, le principal avantage évidemment de SwiftUI, c'est son côté cross-platform, puisque au moins en théorie, on peut écrire une appli avec SwiftUI et la faire tourner sur Mac, sur iOS, dans une certaine mesure sur watchOS, tvOS et sur le Vision Pro qui vient de sortir aux US. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, il y a il y a toujours un petit peu de friction, il y a toujours quelques cas particuliers à faire plateforme par plateforme, mais un autre avantage de SwiftUI par rapport à des frameworks comme AppKit ou UIKit, c'est le côté déclaratif. Toute l'interface graphique est définie de façon déclarative. Et ça incite les développeurs à gérer l'état proprement, gérer les transitions, tout ce qui est gestion d'état, plutôt que d'avoir des objets qui chacun gère leur état avec potentiellement une situation qui est globalement incohérente dans toute l'appli, ou même à l'échelle d'une vue ou d'une fenêtre. Un système déclaratif comme SwiftUI, ça incite à centraliser d'état et à réfléchir à la bonne façon euh, voilà, de gérer les états et les changements d'état. Et en fait, c'est ce qui a permis d'arriver sur des solutions style TCA, par exemple, Composable Architecture, qui est inspiré de Redux, d'idées du même tonneau. Et c'est plutôt une bonne chose en fait pour la stabilité des applis, pour disons la cohérence et la maintenabilité du code. Et en termes, Euh, et en oui. termes de composants SwiftUI, si tu les compares par rapport à AppKit, comment tu vois un petit peu la Ah, maturité? la maturité par rapport à AppKit. Mais en fait, Ouais. ça dépend. Ça dépend des composants. Dans pas mal de cas, ça se passe très très bien. C'est-à-dire que tous les composants simples, je sais pas, les boutons, les images, etc. Et c'est utilisable tel quel. Après, il y a un certain nombre de composants sur lesquels on va trouver plein de limitations. Je pense en particulier au champ de texte, le- 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 les zones de texte de SwiftUI sont très très loin derrière NSTextField. En particulier sur tout ce qui est filtrage. En fait, l'intérêt de NSTextField, c'est qu'on peut lui fournir un délégué qui reçoit tous les événements, qui peut les filtrer, qui peut transformer le texte que l'utilisateur tape, et tout ça en temps réel. Il n'y a rien de ça dans SwiftUI aujourd'hui. Ça pourrait arriver, mais pour le moment, on n'a pas ça. Et puis il y a quelques autres limitations sur macOS.
principales limitations vont concerner la gestion des menus et des fenêtres qui sont encore, même si ça s'est pas mal amélioré avec la dernière version de SwiftUI, c'est pas encore tout à fait ça, on fait pas encore tout à fait ce qu'on veut. Alors, ce sont un petit peu les défis. Mais il y a cette possibilité de combiner AppKit avec Oui, SwiftUI, c'est avec... fait pour. C'est fait Ouais, pour, et heureusement. heureusement. C'est ce qui permet d'assurer la transition, en fait, parce que il y a des développeurs qui ont une appli qui aujourd'hui est en AppKit, n'ont pas envie de tout réécrire en SwiftUI, évidemment. Euh, donc oui, Apple a fourni des outils, le même genre d'outils que ce qu'on a sur iOS, et donc on a des hosting view controller dans un sens, et view representable, view controller representable dans l'autre sens. La principale différence, c'est le nom, parce que sur macOS, ça s'appelle NS hosting view blabla, NS view controller representable au lieu de s'appeler UI quelque chose. Et puis dans les view controller representable, il y a quelques petites différences par rapport à la version UIKit. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne de la même façon. Donc c'est assez facile à maîtriser. En particulier, le hosting view, c'est trivial. Donc ça permet d'intégrer une vue SwiftUI dans une vue AppKit. Et d'ailleurs, c'est pour les développeurs qui souhaitent faire une transition de AppKit vers SwiftUI, et donc transformer progressivement une application AppKit pour ajouter des éléments SwiftUI. L'un des conseils que je donne, c'est justement de commencer par des feuilles, c'est-à-dire par des composants individuels, donc des relativement simples, que l'on peut englober dans une hosting view ou dans un hosting view controller pour les inclure dans des vues plus complexes qui, elles, seront encore en AppKit. Et ensuite, on remonte progressivement jusqu'à arriver au niveau de la fenêtre, éventuellement. Et Oui. selon ton expérience, le fait surtout avec des listes, etc., avoir des vues en SwiftUI et le combiner avec peut-être, entre guillemets, des table views ou bien des listes à la base de AppKit, est-ce que ça ne crée pas des problèmes de performance, etc., surtout Alors, avec de grandes listes, etc. ça, Ça ça peut si la liste est longue. Personnellement, j'ai pas été confronté au problème. Mais effectivement, il faut faire attention, surtout justement, quand on a des cells, des cellules de liste qui sont dans une techno, alors que la liste est implémentée dans l'autre techno. Parce que on va faire appel à auto layout, et donc à auto layout au niveau de chaque cellule, et c'est pas toujours super efficace. Et on a aussi des questions de réutilisabilité de listes. Mais là aussi, on arrive sur encore une limitation de SwiftUI sur macOS. Tu as parlé de TableView. Les table view de macOS sont beaucoup plus riches que ce qu'on a sur iOS. Ce ne sont pas des simples listes, ce sont des vues, ce sont des tables bidimensionnelles, donc il y a des colonnes qui peuvent être réarrangées, qui peuvent être triées, et ça, en fait, ça a commencé à être utilisable avec la toute dernière version de SwiftUI. Avant ça, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, il fallait réellement utiliser une table view, une NS table view. Et, je vois ça. Les challenges sont énormes et aussi la richesse Oui. de macOS. Et en termes, par exemple, de ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie de l'application macOS avec SwiftUI, est-ce que ça a changé ou bien, parce que tu sais, côté iOS, il y avait tout le cycle de vie qui a changé avec SwiftUI, auparavant avec la notion de scène qui était arrivée. Est-ce que Mhm. on a de... Alors, Ouais, cette notion de scène existe aussi sur macOS. ok.
Et j'ai eu l'occasion d'implémenter une appli from scratch. C'était une appli relativement simple, hein, donc j'ai choisi de l'implémenter entièrement en SwiftUI. Et effectivement, on a bien cette notion de scène dans laquelle on peut avoir des fenêtres euh, et et ça fonctionne raisonnablement bien tant qu'on reste dans les clous. Dès qu'on essaie de faire des choses un petit peu, disons, qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire, eh ben, après, il faut aller chercher la NS Windows sous-jacente, ce qui n'est pas toujours trivial. J'avais fait un talk à Cocoheads il y a un an à peu près pour manipuler une NS Window depuis une vue SwiftUI. Donc on peut le faire, mais ça demande un petit effort. Ça, ça nous ramène un petit peu aux autres défis de développement macOS. Les gens qui veulent un petit peu commencer le développement macOS, quels sont les conseils que te peux donner principalement pour commencer et les défis qu'ils peuvent rencontrer? Là, en fait, je pense que la principale difficulté vient du fait que aujourd'hui, l'écosystème Apple est essentiellement monopolisé par iOS et donc la recherche d'informations spécifiques à macOS est peut-être un peu plus difficile. C'est-à-dire quand on fait une recherche dans les forums ou sur Stack Overflow, les réponses macOS, quand elles existent, c'est pas toujours le cas, mais quand on a des réponses macOS, elles vont être totalement noyées parmi des réponses iOS. Donc il faut un petit peu faire le tri. Et puis une autre difficulté qui est apparue sur macOS récemment, que les développeurs iOS connaissent déjà depuis le début sous une autre forme, c'est tout l'aspect sandboxing, notarisation, enfin code signing, notarisation, etc. Sur iOS, maintenant, c'est géré de façon complètement automatique par Xcode. On coche la case qui permet à Xcode de gérer automatiquement la signature et tout se fait au moment où on exporte l'appli, c'est-à-dire avant d'uploader l'appli sur l'App Store, tout ce mécanisme de code sign se met en place. Sur macOS, historiquement, on a toujours pu développer des applis sans se préoccuper de ce genre de choses. Et puis Apple a mis des verrous d'une version à l'autre de macOS. Et donc ça a commencé avec la sandbox, qui n'était pas obligatoire au début, sauf pour aller sur le Mac App Store. Et puis on a eu le code signing. Pareil, c'était pas obligatoire, mais l'utilisateur avait juste une alerte un petit peu désagréable au moment où il lançait l'application, et c'est devenu ensuite obligatoire. Et on a eu de la notarisation qui est maintenant obligatoire, enfin obligatoire en tout cas. Euh, une appli qui est téléchargée sur le web et qui n'est pas signée aujourd'hui ne va plus se lancer sur un système récent. Il y a beaucoup de Et challenges. donc, ça, oui, oui, oui. Alors ça, c'est sur des applis, je dirais, standards, des applis en interface graphique, classique, fenêtre, menu, etc. Et ben en fait, vu que la distribution se fait en bundle, comme avec iOS, en fait, Xcode gère ça de la même façon. Et donc, on a la possibilité de dire à Xcode, je veux que tu t'occupes tout seul de la signature, de la notarisation, etc. Ça se complique quand on veut faire autre chose qu'une appli à interface graphique. Par exemple, quand on veut faire un serveur, un outil de commande, parce qu'on peut faire ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut faire en développement sur Mac. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, on n'a pas de bundle, donc pas d'info.plist, donc il faut jouer un petit peu avec ça. Enfin bon, j'ai j'ai personnellement, je n'ai pas d'appli Mac sur l'App Store.
Ça m'arrive très très souvent de développer des outils en ligne de commande et pour ça, je me suis fait mes propres outils de packaging. Donc j'ai une petite appli aussi en ligne de commande dont le rôle est de signer, de notariser des outils en ligne de commande. Donc en injectant un segment au link pour simuler un info.plist. Et puis ensuite, je package tout ça. Donc, je génère soit un package d'installation, soit un DMG. Et ça se fait tout seul. Donc, oui, au bout d'un moment, on doit se faire nos propres outils. C'est intéressant, mais je pense que tu n'as pas eu besoin d'utiliser des provisioning, etc. Est-ce que cette notion de provisioning existe aussi au niveau Oui, de... oui, Ouais, tout à fait. À partir du moment où on signe une appli, on a un système de provisioning. Et donc, on a un ok. provisioning profile. Euh, et même chose, on peut le gérer soit manuellement, soit automatiquement. Ok. Alors, il y a tout le pipeline aussi de déploiement côté, je sais pas, Fastline, etc. La CI/CD pour le déploiement de l'application sur le Alors, store. Ben, ouais. alors, encore une fois, je n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur le Mac App Store, et donc de publier des applis sur le Mac App Store. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut utiliser Fastlane. J'aurais tendance à dire oui. Et dans le pire des cas, on peut utiliser en fait, je dirais, c'est plus facile de faire une CI sur Mac, une CI qui fait des applis Mac, qu'une CI qui fait des applis iOS. Ne serait-ce que pour les tests UI, parce que les tests UI sur iOS, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça prend Euh, beaucoup de temps et oui. c'est ça. Sur macOS, en fait, on peut faire tourner les tests UI sur notre machine de travail. On n'a pas besoin d'avoir un device supplémentaire à côté ou une série de devices. Et donc, on peut automatiser, je pense, plus de choses plus facilement sur Mac que sur iOS. C'est très bien. Et du coup, ça nous ramène à ton dernier projet que tu m'as parlé, Ah, très intéressant, alors, beaucoup de challenges. oui, mon Ouais, dernier gros projet sur Mac, ouais. en fait, c'est une appli qui s'appelle Beam, qui était, parce que en fait, là, l'appli n'est jamais sortie officiellement. C'était une sorte de fusion entre un navigateur web et un outil de prise de notes avec des mécanismes de capture automatique de contenu web pour aller dans les notes, des systèmes de liens bidirectionnels entre les notes pour faire une espèce de base de connaissances, des possibilités de publication des notes sur le web, donc on boucle la boucle, et avec pas mal de machine learning pour détecter des contenus, pour classer les pages web et donc classer des onglets. En fait, on avait un système de tab groups avant Safari. C'était en 2001, 2002. En fait, le projet a commencé en 2000, fin 2000. J'ai été intégré à l'équipe en 2001. Et donc on a 2021, je crois. 2000, j'ai dit 2001, oui 2021, 2021, oui ouais. c'est ça. Donc le projet a démarré en 2020. Euh, et, et donc ouais, j'ai commencé avec eux en 2021. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes, entre 15 et 20 personnes en tout. Euh, D'ailleurs, tu parlais de transition de iOS vers macOS. En fait, dans l'équipe, on était essentiellement deux développeurs macOS
On peut dire oui, c'est des ça, anciens, ouais. Des des vétérans, si on peut anciens, dire. oui, oui, trois, Ouais, mais sauf que le troisième était engineering manager, donc il ne touchait pas au code. Mais ensuite, les autres développeurs, c'était des développeurs iOS à la base qui se sont mis à macOS. C'est c'est un peu ça. pour Ouais. ça aussi que on a fait le choix de SwiftUI, même si Mhm. c'était peut-être un tout petit peu prématuré à l'époque, parce que 2021 c'était un petit peu tôt. On a fait des choix un peu osés. Euh, mais ça s'est dans l'ensemble bien passé. Bon, il a fallu jongler pas mal avec, eh ben, encore une fois, avec les hosting view et les view representable, parce que il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque en SwiftUI. C'est Mais logique. oui, C'est logique d'utiliser AppKit, c'est les maturer c'est plus que SwiftUI et c'est c'est de ça, donner c'est cette ça. possibilité avec les hostings. Et en termes de techno, à part SwiftUI dans le projet, je pense que tu m'as parlé de Cortex. Alors, oui, en fait, les technos, il y avait plein de technos dans le projet. Il y avait WebKit, avec des mécanismes d'injection de JavaScript Cookies, pour, etc. Injection, c'est ouais. ça, c'est ça. Pas seulement de cookies, surtout des fonctions Des JavaScript fonctions pour Java. aller récupérer les demandes de capture des utilisateurs. C'est-à-dire quand tu es sur une page web et que tu as un paragraphe ou une image ou une vidéo que tu veux récupérer, il faut pouvoir l'extraire de la page. Donc on avait ce système d'injection JS qui servait à ça, qui servait aussi à un gestionnaire de mots de passe, puisque en fait c'est l'une des parties de l'application sur laquelle j'ai travaillé. C'est tout ce qui est remplissage automatique de champs, donc mot de passe, numéro de carte bancaire, etc. Euh, donc oui, on a beaucoup joué avec WebKit. On a joué également avec Cortex, donc pour toute la partie prise de notes, parce que bien évidemment l'éditeur de texte de SwiftUI n'était pas du tout à la hauteur. Euh, et- Je sais pas pourquoi ce choix, en existence de TextKit, etc. Je pense à ce moment-là, il y alors, avait la version 1 de TextKit. oui, Ouais, oui, qui n'était pas suffisamment mature. Cortex, c'est une techno qui existe depuis la nuit des temps, hein, depuis le début de macOS 10. Et tout est construit sur Cortex, en fait. Tout ce qui est texte sur Mac et maintenant sur iOS s'appuie sur Cortex. Donc, TextKit, en fait, in fine, va utiliser Cortex. Et simplement, la première version de TextKit n'était pas suffisante. Enfin, on avait besoin de plus de features. Et on a eu aussi quelques contraintes de perf parce que si on a une note qui fait plusieurs pages, on veut pouvoir déplacer des paragraphes, gérer les retours à la ligne, etc., de façon fluide. On n'a pas envie d'attendre 200 millisecondes ou 300 millisecondes entre deux frappes de touche. Donc voilà, oui, on a choisi de tout d'utiliser construire, voilà, tout construire, enfin de construire tout l'éditeur de texte sur Cortex. et Et tout ça encapsulé dans un composant SwiftUI pour pouvoir le piloter de l'extérieur. expérience très intéressante. Donc ouais, le choix de SwiftUI, c'était effectivement, c'était à l'époque, c'était un petit peu, c'était un choix un petit peu limite, d'autant plus que initialement, on avait choisi de déployer sur Catalina.
On a très vite changé d'avis et on a décidé assez vite que la version minimale de macOS pour lancer Beam, c'était Big Sur, donc macOS 11. Hmm. Ce qui est déjà un peu prématuré en fait. D'accord, je Mais, vois. mais bon, ça a bien fonctionné. On C'est vrai. a eu une bêta publique c'était mi-2022, qui n'a pas eu le succès escompté, probablement parce que c'était quand même une appli faite par des geeks pour des geeks. Et donc, C'est tu, comme tu ça, vois un petit toujours. peu ce que je Je veux dire. vois, je vois. Mais Ouais. mais apparemment, on a encore quelques utilisateurs puisque j'ai vu passer un feedback ce matin. Ah oui, oui, ce Oui, matin. ce matin. On s'est parlé dernièrement. Oui, oui. Apparemment, ils nous ont entendus là. Donc voilà. Ok. Euh, Mais c'est intéressant. Et du coup, avec l'introduction un petit peu, je pense que tu vois la tendance VisionOS, etc. Quel est l'avenir de développement macOS avec ce système VisionOS qui arrive pour donner un petit peu le... ah, Ouais, alors, déjà sur macOS, on peut faire de la 3D, ouais, évidemment, avec SceneKit en particulier. Donc en fait, les technos, enfin, il y a beaucoup de technos qui sont présentes dans VisionOS, qui existent également sur macOS. Donc il y a évidemment des possibilités de partage de code. Ensuite, sur le plan, disons, des éléments d'interface et des habitudes de comportement d'interface utilisateur. En fait, VisionOS, ça incite les utilisateurs à avoir plein de fenêtres partout et donc à avoir un vrai environnement spatial. Chose qu'on a perdu un peu sur Mac. Euh, Initialement, le Mac était réellement spatial, spatial au sens évidemment pas au sens de VisionOS, mais au sens de la persistance des éléments sur l'écran. C'est-à-dire que une fenêtre d'une application, une fenêtre du Finder restait toujours à la même place quoi qu'on fasse. C'est-à-dire à partir du moment où on avait décidé de mettre la fenêtre à tel endroit, euh, elle n'allait pas se déplacer sous prétexte que on a, je sais pas, ajouté un écran ou redémarré la machine dans un autre contexte ou n'importe. Euh, et aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Une autre chose qui s'est un petit peu perdue, c'est le côté vraiment multifenêtre. La plupart des applis Mac aujourd'hui sont des applis monofenêtres avec tous des éléments accessoires, des panneaux, etc., dans la même fenêtre sous forme de panneaux coulissants. hmm. Et c'est une tendance qui C'est comme les tabards dans les applications iOS. Voilà, C'est voilà, ça. c'est ça, c'est une Ouais. tendance qui est arrivée progressivement, et peut-être que avec VisionOS et avec l'aspect multi-fenêtre de VisionOS, ça va redonner envie aux développeurs de gérer des fenêtres multiples, ce qui est, de mon point de vue, plus confortable pour l'utilisateur, parce que, encore une fois, on peut avoir un environnement spatial 2D, certes, mais spatial. Donc voilà, c'est une tendance que j'imagine, que j'espère en tout cas. Sinon, parmi les autres tendances sur macOS, bien évidemment, on a une tendance très forte vers de l'IA. On a déjà CoreML, Vision, etc. On a un certain nombre de frameworks qui font du machine learning ou de l'IA. Et je m'attends à ce qu'il y ait
de plus en plus de choses. Je pense que les annonces qu'on va avoir à la prochaine DubDub vont être assez intéressantes à ce niveau-là. D'autant plus que sur Mac, on a des processeurs qui sont beaucoup plus puissants que sur iOS. Le Les M3 de M3, base, ouais, le M3 de base doit avoir, je crois que c'est 16 cœurs de Neural Engine. Et donc, je- ça veut dire que on va pouvoir avoir des fonctions d'IA qui seront raisonnablement performantes en tournant en local, donc sans faire appel à un serveur. Ça veut dire une latence réduite, donc des réponses beaucoup plus rapides, et ça veut dire aussi plus de confidentialité, puisque tout reste sur la machine. je vois, c'est très intéressant en termes Et de puis, et perspective. puis sinon, en termes de tendance, ben, Apple l'a déjà annoncé à la dernière DubDub, l'avenir c'est SwiftUI. Et donc je m'attends à ce que SwiftUI continue à évoluer et à intégrer de plus en plus de fonctions d'AppKit, avec une espèce de convergence de toutes les technos vers SwiftUI, toutes les technos d'interface graphique vers SwiftUI. Ouais, enfin, Ouais, je vois. ce sera pas, c'est pas tout ne sera pas pour cette année, ça va se faire progressivement, mais Mais à tu vois pas terme, je pense que que VisionOS, elle va prendre le gros morceau, il va remplacer un petit peu le macOS d'ici 4 5 ans ah, et il y aura des alors choses. Ouais. de ce que j'ai vu, visionOS va plutôt remplacer iPadOS en fait. Ah, Oui. oui, oui, Bah, aujourd'hui, c'est la preuve. ce qu'on fait tourner, les applis qu'on fait tourner sur, mis à part les applis qui ont été conçues pour visionOS, donc pour le Vision Pro, les autres applis qu'on peut faire tourner, ce sont des applis iPad. Et pour ce que j'ai pu en voir, le Vision Pro, c'est plus un outil de consommation que de production. C'est vraiment, enfin, je me trompe peut-être, hein, et ça va sûrement évoluer dans les années qui viennent, mais dans sa version actuelle, ça s'apparente plus à un iPad qu'à un Mac. C'est-à-dire qu'on va plus consommer du contenu qu'en produire. Ah ouais, je vois, ouais. En termes un petit peu d'utilisation, etc., c'est pas un Mac, écriture, etc. Voilà, voilà. Oui, tout simplement. Alors après, on peut utiliser Ouais, le Vision Pro comme écran externe pour un Mac. Et dans ce ouais, cas-là, ouais, on peut avoir un écran virtuel qui fait 30 mètres de large ouais. et Qui cohabite avec, bah, avec un Mac. c'est Ouais, ça, qui est connecté, enfin connecté en Wi-Fi avec le Mac. Mais effectivement, dans ce cas-là, il faut un Mac en plus. C'est-à-dire que on a une fenêtre, une sorte de fenêtre dans le Vision Pro qui correspond à un écran du Mac. ah ok. Ok, c'est très intéressant comme étant en perspective et avenir de développement macOS. Et pour les gens qui nous entendent ou bien qui nous regardent, un petit peu, quelles sont les ressources qu'ils peuvent un petit peu consulter, que tu juges intéressant pour commencer un petit peu en développement macOS? Euh, Bah, en fait, je dirais, il y en a plein et en même temps, il y en a très peu. C'est-à-dire que toutes les ressources iOS s'appliquent plus ou moins à macOS. Donc, on va pas trouver beaucoup de choses qui sont spécifiques à macOS, mais en même temps, on bénéficie de toute la communauté iOS parce que il y a des passerelles et les développeurs macOS sont aussi, pour la plupart, dans des communautés iOS. Et donc, en termes de communauté en ligne, tu connais bien évidemment Swift Baguette, qui est un Slack administré par Jérôme que tu as reçu dans
premier épisode. On passe le bonjour à Gérard. Oui. Et donc, bah, c'est la plus, pour autant que je sache, c'est la plus grosse communauté Slack en France dédiée au techno Apple. Donc, effectivement, c'est plutôt orienté iOS parce que juste il y a plus de monde sur iOS, mais il y a aussi les développeurs Mac et donc il y a de temps en temps aussi des discussions sur macOS, sur AppKit, sur SwiftUI sur Mac, etc. Et même des choses un peu plus exotiques comme du dev serveur en Swift ou des choses comme ça. Et après, au-delà de Swift Baguette, il y a plein de... Ouais, il y a pas mal de blogs, de mailing lists. Alors pareil, ça va être plutôt orienté iOS, mais avec de temps en temps des choses qui vont parler aux développeurs Mac, hein. Donc, bah, évidemment, parmi les grands, enfin les listes connues, très connues, il y a iOS Dev Weekly. Euh, mais il y en a d'autres. Donc iOS Dev Weekly, c'est Developer qui tient ça et depuis plusieurs années maintenant. Euh, donc c'est une mailing list soit des semaines avec les, les articles intéressants, les choses à voir ou à lire de la semaine. Euh, et sinon, Les ouais, vidéos il de y a DabDab d'autres. aussi. Alors, ah ben, les vidéos de DubDub, ça c'est indispensable évidemment. C'est un petit peu la référence, les vidéos de la DubDub, les vidéos de certaines conférences aussi, parce qu'il y a plein de contenus intéressants et même idéalement, c'est bien de participer aux conférences. La DubDub moins maintenant parce que en tout cas sur le plan technique, le contenu est plus dans les vidéos que dans le enfin, je veux dire, En présentiel. en présentiel, aujourd'hui, c'est juste une journée ou une journée et demie, et c'est la keynote, et en fait, il n'y a rien de vraiment technique. Donc, en présentiel, c'est plus pour les contacts. Euh, mais sinon, pour du contenu technique et des contacts, eh ben, il y a aussi les meet-up et les conférences. Des meet-up, évidemment, on a Cocoheads un peu partout dans le monde. À Paris, ça regroupe, je dirais, 80, ouais, au moins 80 personnes tous les mois. Euh, et ils en ont dans plein de villes de France. À Toulouse, Et à ah Nantes, bah, Toulouse, évidemment, Nantes, Nantes, bien Lille. sûr, oui, tout à fait. Oui. Et puis en conférence, en France, on a Swift Connection, qui est le successeur de FrenchKit. Donc cette année, c'est fin septembre, c'est le 23-24 septembre. Oui. Et puis en Europe, il y a plein d'autres conférences qui sont très intéressantes aussi. Swift Leads, Ouais, Swift alors SwiftKit, Hero. ouais, Ouais, ça, SwiftKit, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je suis allé l'année dernière, je suis allé à NSpain, je suis allé à Pragmamark en Italie, donc NSpain, comme son nom l'indique, c'est en Espagne. Je suis allé à iOS Dev UK, qui est Mhm. une bonne bonne conférence aussi. Celle Et de l'Italie, ouais, c'est Swift Hero ou bien c'est non. Alors il y a une autre? oui, ouais, Ouais. ça s'appelle Pragmamark, Oui, Pragmamark, oui. Pragmamark, oui. Ouais. évidemment. Ouais. Et puis, dans un autre domaine qui touche à Swift sans toucher à iOS, on a Server-Side Swift. Donc, c'est la conférence des développeurs serveurs en Swift. Donc, beaucoup de Vapor, mais pas que. Et cette année, c'est à Londres, juste après Swift Connection. Donc, je crois que c'est 26 et 27 septembre, Ah un ouais, truc comme ça. c'est très proche en terre. Oui. Ouais. Très intéressant.
Et Euh, puis après, évidemment, il y a des bouquins, il y a plein il y a plein de contenus, mais encore une fois, il y a assez peu de contenu qui va être spécifique macOS, mais un développeur macOS peut trouver plein d'informations dans du contenu iOS. ouais, j'ai vu un petit peu, je pense, une formation de Paul Hodgson sur le Oui, développement macOS. oui. Un livre, je pense, deuxième édition en 2022 de l'utilisation. J'ai pas le nom du livre, mais l'utilisation de Ouais, SwiftUI alors, avec AppKit, ouais. Paul est très, très, très prolifique. Il a écrit je sais pas Oui, c'est combien de ça. bouquins. Euh, dans les auteurs intéressants aussi, il y a Daniel Steinberg, évidemment. Ouais, ouais. Il y a Chris Heidoff, plus sur le langage que sur les frameworks UI, mais sur Swift. Voilà, Chris et Florian de Objective-C.io. Je pense qu'il y a un Slack Ouais. Swift Language aussi, si je me trompe Alors, pas. Ouais, oui, bah pour oui, un ça petit c'est peu pour. le Slack qui est, bah c'est un petit peu la discussion des implémenteurs de Swift, puisque Swift est open source et donc il n'y a pas que Apple qui fait avancer les choses. Et ouais, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de contenus intéressants dessus. Donc même quand on ne touche pas au compilateur, même quand on n'implémente rien dans la core library, c'est toujours intéressant de suivre les discussions. Ok. Alors, un petit peu, on termine par cette dernière question. Tes conseils pour les gens qui vont se lancer en développement macOS et généralement en développement sur les plateformes Apple et même pour les gens qui ont une certaine seniorité, des conseils clés de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ça permet un petit peu de gagner parfois des années de se perdre dans des idées. Oui, Ouais. bah en fait, ça dépend d'où on vient. Pour des gens qui viennent de iOS, enfin d'autres plateformes Apple, principalement d'iOS, en fait, se lancer dans le dev macOS, ça demande pas un très gros effort finalement. Bah, je l'ai vu avec Beam, hein, puisque on a embarqué plusieurs développeurs qui à l'origine étaient uniquement iOS et qui se sont mis au Mac très très vite. Je pense que la clé, c'est d'être utilisateur de macOS. Et donc, quand on est développeur iOS, par définition, on est utilisateur de Mac, puisqu'on utilise Xcode. Et le fait d'utiliser macOS et d'utiliser des applis sur macOS, ça donne la bonne approche. En tout cas, ça permet d'éviter des pièges d'interface, des mauvaises habitudes d'interface ou de comportement d'appli qu'on pourrait avoir sur d'autres plateformes. Chaque plateforme a ses spécificités et bah, c'est bien de s'adapter. Donc quelqu'un qui viendrait de Windows, par exemple, la première recommandation que je donnerais, c'est d'utiliser un Mac avant de commencer à programmer pour le Mac. Bon, pour ça, il y a aussi évidemment les Human Interface Guidelines d'Apple qui sont très très riches, qui donnent plein de conseils, plein de recommandations, mais rien ne vaut l'utilisation au quotidien. Après, ouais, quand on vient d'iOS, bah, en fait, les outils sont exactement les mêmes. Il y a plein de frameworks en commun. Donc c'est assez facile de retrouver ces outils. En même temps, il y a quelques frameworks qui sont spécifiques à macOS. Je pense en particulier à tout ce qui touche aux IO parce que, ben, oui, les entrées-sorties sur iOS, ça reste encore un petit peu limité. Et puis un autre truc intéressant aussi, c'est que macOS ne se limite pas à des applications en interface graphique. Ça reste un système Unix dans lequel on peut avoir des outils en ligne de commande. C'est un système multi-utilisateur, contrairement à iOS. Donc c'est aussi, ça peut être aussi un petit peu piégeux pour quelqu'un qui vient du monde iOS et qui a l'habitude d'être le seul utilisateur de sa machine. Il faut bien penser que quand on développe une appli,
on ne va pas stocker ces fichiers n'importe où. On doit tenir compte des privilèges des autres utilisateurs, et donc on n'a pas accès à tout le file system. Encore moins maintenant avec la sandbox, mais ça c'est une autre histoire. Mais en même temps, on a on a un certain confort du fait que justement c'est un système Unix. On peut par exemple faire tourner plusieurs process, faire une appli qui elle-même va lancer d'autres process, chose qu'on ne peut pas faire actuellement sur iOS. Donc on a des mécanismes de communication interprocess, et ça permet de faire des choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles sur iOS. Ça reste un environnement qui est tout de même beaucoup plus riche. Très intéressant comme conseil. Et plusieurs conseils en même temps. Merci à toi, Franck, on a passé presque 1 heure de discussion très riche. Oui, peut-être un peu plus. J'ai l'impression qu'on a débordé, mais Non, on n'a pas, bon. rien de tout. On est dans le cadre un petit peu d'1 heure de discussion on essaie toujours de ne pas dépasser pour garder toujours nos auditeurs et les gens qui nous voient sur les plateformes visuelles en écoute et intéressés à ce qu'on présente. Merci à toi, Franck, et à la prochaine. Merci à toi. Merci Walid. Merci.